Je pense qu'aujourd'hui, bon, on a une préoccupation mondiale. Je veux parler du réchauffement climatique. Aujourd'hui, on ne peut pas parler d'environnement sans parler de réchauffement climatique, d'autant plus que euh, ce phénomène menace la planète entière. Ce n'est pas uniquement l'Europe et les États-Unis, mais c'est tout le monde entier qui est menacé aujourd'hui. Il faut mettre en place justement une politique qui permette donc de préserver notre planète. Je dirais ça ainsi, parce qu'on va au-delà du réchauffement climatique. Euh, Ce qui m'amène à répéter ce que j'ai toujours dit. Il faut que l'Afrique repense son développement. Il faut une nouvelle politique. Une politique que je dis toujours, qui soit en adéquation avec les défis environnementaux, avec le développement durable. Et pour cela, je pense qu'il faut réconcilier l'économie avec l'environnement. Parce que jusqu'à présent, on a toujours pensé que l'environnement est une ressource inépuisable, qu'on pouvait s'y servir à volonté, mais on se rend compte qu'aujourd'hui, c'est faux. Donc, cela veut dire qu'il faut revoir notre mode de développement, revoir, je dirais, notre mode de consommation, nos pratiques de tous les jours, etc., etc. Et pour cela, aujourd'hui, il faut mettre l'environnement au cœur de toute politique qu'on puisse définir. Si vous ne mettez pas l'environnement au cœur de votre politique, vous n'allez pas réussir. Et quand je parle d'environnement, je veux englober à l'intérieur les déchets, qui est une thématique qui est importante, notamment le déchet plastique aujourd'hui. Mais aujourd'hui, le plastique, les déchets plastiques sont devenus un problème sanitaire. Donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, le plastique est vraiment devenu un problème aussi crucial, je dirais, que le changement climatique. Maintenant, il y a d'autres défis, tels que la biodiversité. Comment nous allons préserver cette biodiversité? Là aussi, nous avons, nous, en Afrique, je pense, nous avons des possibilités, notamment au Sénégal, on a des possibilités, on a de l'espace. Je ne comprends toujours pas pourquoi on ne peut pas recréer des forêts, non seulement pour lutter contre le réchauffement climatique, mais également pour booster l'agriculture, parce que lorsque vous avez un espace où il y a des arbres, la production agricole, elle augmente. Donc, la pêcherie, il faut la préserver. Mais aujourd'hui, est-ce que la pêcherie fera bon ménage avec l'exploitation pétrolière? C'est à nous de le voir. S'il faut exploiter le pétrole et détruire la pêcherie, non, c'est inacceptable, vu les conséquences sociales qui peuvent justement découler de l'arrêt de cette pêcherie. Donc, voilà pêle-mêle un peu quelques points sur lesquels je pense que les candidats devaient s'attarder. Et bien entendu, le point le plus important, que ce soit dans tous les domaines, c'est l'éducation, la formation, la sensibilisation, la conscientisation. Et aujourd'hui, je ne pense pas que les candidats soient, je dirais, l'État du Sénégal soit dans cette dynamique. Il faut d'abord comprendre que l'exploitation pétrolière, les conséquences sur l'environnement ne commencent pas uniquement au moment de l'exploitation. Depuis la recherche pétrolière, parce que vous faites des recherches, vous faites du dynamitage, etc., ça a déjà un impact sur la faune marine. Maintenant, si on vient à l'exploitation pétrolière, il y aura des déchets. On y aura. Et également, il faut évaluer le risque potentiel que cela peut avoir. Quand je parle de risque potentiel, il peut y avoir un bateau qui vient charger un chargement de pétrole qui échoue en mer. Ça amène des conséquences. Donc, nous, ce que nous avons préconisé à l'époque, bon, c'est déjà pour éviter la malédiction du pétrole, on a dit, il faut pacifier l'exploitation du pétrole. C'est-à-dire que il faut que les populations s'y reconnaissent. Tant que vous n'avez pas cette pacification dans l'exploitation du pétrole, c'est-à-dire que les populations, les exploitants et le gouvernement parlent le même langage, tirent dans la même direction, ça ne marchera pas. Parce que vous allez vers des conflits et ce n'est pas ça qui permettra une exploitation sereine du pétrole.
Donc, cela veut dire que il faut aussi que les populations puissent se reconnaître. Dans le content local que les gens ont mis, aujourd'hui, les populations, je suis désolé, ne se reconnaissent absolument pas. Tant que les populations, parce que dans notre constitution, on dit que les ressources naturelles appartiennent aux populations. Si ces populations aujourd'hui ne se reconnaissent pas et se sentiront grugées, et je ne pense pas que l'exploitation de pétrole se fasse dans une atmosphère sereine. C'est pourquoi nous, dans notre entendement, nous avons créé un observatoire du pétrole et du gaz pour essayer justement de sensibiliser les populations, aider les exploitants, aider le secteur privé à justement faire partie justement de toute cette exploitation. Je vais vous parler par exemple, je vous donne un exemple. Lorsque vous exploitez du pétrole, vous avez besoin d'azote. D'azote pour éviter que lorsque vous faites le forage, qu'il y ait de l'oxygène. On a essayé d'aider le privé pour qu'il monte justement des usines de fabrication d'azote. Sachant que lorsque je vais fabriquer de l'azote, supposons que je mette une unité de fabrication d'azote à Saint-Louis, l'avantage, c'est que dans cette fabrication d'azote, je vais produire de l'azote, mais en même temps, je vais produire de l'oxygène. Produire de l'oxygène, c'est quoi? Dans les hôpitaux, on est souvent en manque d'oxygène. Quand on a eu la crise du Covid, souvent, les bouteilles d'oxygène manquaient parce qu'on avait quelques unités de production d'oxygène à Dakar qui n'étaient pas suffisantes pour satisfaire le marché national. Donc, c'est une façon de faire d'une pierre deux coups. Donc, il y a je dirais, tout cet accompagnement qu'on peut apporter justement euh, aux populations, à l'État, au secteur privé, surtout le secteur privé. Il faut que le secteur privé s'implique. Il faut que le secteur privé ait sa part de gâteau. On ne peut pas aller vers une exploitation pétrolière et que toutes les dividendes vont à l'extérieur. Ça n'a pas de sens. Donc, à ce moment, le content local n'a aucun sens. Maintenant, c'est également au privé de se battre. Je donne un exemple. Vous allez aller vers Sangomar, vous allez avoir une exploitation pétrolière, vous avez des gens qui travailleront là-bas, ils auront besoin de loger leur famille, ils auront besoin d'avoir une bonne école, une bonne crèche, d'avoir un service d'alimentation où pouvoir s'approvisionner. Tout ça, c'est ça qu'on appelle le content local. Ils vont embaucher du personnel, etc. C'est ça maintenant, mais il faut que nous soyons prêts par rapport à cela. Est-ce que nous sommes prêts? Je ne suis pas sûr. On est toujours dans l'attentisme. C'est vrai que les gouttes de pétrole ne tombent pas encore, mais quand on a une certitude qu'il y aura une exploitation, je pense qu'il faut anticiper par rapport aux besoins de demain. Voilà un peu ce que je dis par rapport à l'exploitation du pétrole. Maintenant, par rapport à l'impact environnemental, l'exploitation du pétrole aura un impact. Maintenant, nous, au niveau de l'observatoire, ce que nous avions proposé, c'est de mettre en place un monitoring des indicateurs environnementaux où on les suit de manière, par exemple, la, la, la pollution de l'air, ce qui va se déverser dans la mer, qu'on puisse faire des prélèvements qu'on pourra suivre. Et à ce moment, à chaque fois qu'on verra un indicateur qui bouge, cela veut dire qu'il y a une pollution qui a de s'installer. Et cette pollution peut avoir des conséquences dramatiques sur justement la pêcherie. On dira à l'exploitant pétrolier, attention, il y a quelque chose qui cloche dans votre système. Il faudra rectifier. Mais si aujourd'hui, vous n'avez pas la situation de référence avant l'exploitation et pendant l'exploitation, vous ne pourrez absolument rien dire. Vous ne pourrez pas contrôler justement cette exploitation pétrolière, son impact vis-à-vis de l'environnement. Et le plus grand impact qu'on craint tous, c'est que la pêcherie disparaisse. Et la pêcherie qui disparaît, je suis désolé, c'est mettre en péril des populations qui n'auront plus de poissons en termes de sécurité alimentaire, mettre en péril des familles qui vont s'appauvrir, etc. Et ça, ça serait aussi dramatique qu'autre chose, à mon avis. On a quand même des gens qui sont relativement compétents. Mais est-ce que toutes les compétences sont réunies? J'en suis pas sûr. Mais justement, c'est à nous de mettre en place un mécanisme pour justement répondre à la demande. Je vous donne un exemple simple.
L'exploitation pétrolière, ce qui va se passer. Les exploitants vont venir. Quand ils voudront des jeunes pour travailler sur les plateformes, ils n'en trouveront pas parce qu'on n'a pas anticipé sur les besoins réels de cette exploitation pétrolière. Aujourd'hui, dans l'exploitation pétrolière, je donne par exemple, vous aurez des déchets pétroliers. Aujourd'hui, il y a une entreprise qui s'est installée, c'est une entreprise étrangère qui s'est installée pour capter ce marché. Des Sénégalais, des privés sénégalais pourraient mettre ça en place. Il y aura le transport. Est-ce qu'on est prêt par rapport à cela? Vous savez que pour aller sur une plateforme, il faut prendre un hélicoptère. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a une entreprise qui a un parc d'hélicoptères qui puisse mettre à la disposition des pétroliers, moyennant une certaine, sous un contrat, pour amener leur personnel, etc., etc. Aujourd'hui, supposons qu'il y ait un déversement accidentel, on ne le souhaite pas. Est-ce qu'aujourd'hui, nous sommes outillés par rapport à cela? Est-ce que nous avons les produits chimiques pour justement neutraliser ce déversement? Est-ce que nous avons les équipements, des bouées de mise en confinement de ce naufrage, etc., etc.? Est-ce que les services des pompiers, la police, tout ça, tout le monde est outillé par rapport à ça? Est-ce que nos juristes s'y connaissent en termes d'incidents de déversement accidentel? C'est une formation particulière qu'on appelle le FIPOL. Tout ça, c'est à l'État. L'État, c'est son rôle. L'État joue le rôle de chef d'orchestre. Il émet ce qu'il veut, ce dont il aura besoin demain, et c'est maintenant, nous, les institutions de formation, qui devons prendre la balle au bon et former les compétences dont l'État aura besoin dans les années à venir. Donc, ça se prépare. Ça se prépare. Je pense que c'est une politique de l'État et si l'État ne se prépare pas, ce sera toujours le même scénario qu'on voit dans tous les pays où les exploitants vont venir avec leur personnel. Nous, qu'est-ce qu'on aura comme emploi? C'est peut-être des postes de gardien, etc., etc. Gardiennage, chauffeur, pas plus. On n'aura pas. Je ne vois pas. Aujourd'hui, ils avaient commencé avec l'INPG. Ça avait bien démarré, mais apparemment, ils ont formé une première promotion. Je ne sais pas s'ils sont toujours dans la continuité de former d'autres promotions, parce que là aussi, il faut aussi que les gens comprennent. Le pétrole, on a fait croire au pétrole qu'on va exploiter du pétrole, tout le monde va être riche. Mais attention, en termes d'exploitation du pétrole, on n'a pas besoin d'une population, on n'a pas besoin de beaucoup de monde. Ceux qui vont travailler sur une plateforme, ils ne sont pas très nombreux. Vous avez des électromécaniciens, vous avez des électriciens, des techniciens de surface, peut-être un cuisinier, etc. Vous n'avez pas toute une population qui est sur une plateforme. Et donc, les jeunes aujourd'hui, dans leur tête, et on leur fait quoi? On est en train d'inventer des formations à n'en plus finir, en faisant croire aux jeunes que vous avez travaillé dans l'exploitation pétrolière. Et c'est pas honnête. C'est pas honnête. L'exploitation pétrolière, c'est pas honnête. Moi, j'ai été saisi à une époque pour former des gens pour monter, aller sur une exploitation pétrolière, qu'on appelle le bossier. Mais pour mettre une formation sur le bossier, avec des partenaires étrangers, je voulais la mettre au Sénégal, il me fallait trouver 1 milliard de francs CFA. 1 milliard de francs CFA, on me demandait de former 40 personnes. Les 40 personnes qui sont sur une exploitation, peut-être. Pour 40 personnes, vous mettez 1 milliard. Cela veut dire quoi? Aujourd'hui, les États africains doivent mutualiser leurs besoins. Tous les pays exploitants de pétrole devaient discuter entre eux, de dire, voilà, nous allons mettre, par exemple, à Dakar, une, un centre de formation sur le bossier, tout ce qui est santé, sécurité au travail, tout ce qui est hygiène, etc., etc. On sait que le centre existe à Dakar et tous les gens des pays de l'Afrique pourront venir à Dakar se former. On a besoin de soudeurs spécialisés. Les soudeurs spécialisés, il faut des compétences, des instruments particuliers. Je vais mettre un centre, par exemple, au Nigeria. Tous ceux qui doivent être formés iront au Nigeria. C'est comme ça, et en plus, ça permettra au pays de refermer les liens, et mettre ça en Mauritanie. C'est comme ça qu'on fonctionne. Il faut aller dans un grand ensemble. Ce n'est pas de dire, moi, un petit pays comme le Sénégal, je vais essayer de me développer tout seul, je tirerai mon épingle du jeu. C'est faux, ce n'est pas possible. Il faut aller dans de grands ensembles, faire des choses en commun. Faire les choses en commun, c'est d'abord être fort et ensuite
avoir une vision. Mais quand vous êtes à l'échelle nationale, je suis désolé, c'est pas ça qui nous permettra de progresser. Il faut reconnaître que le système éducatif est malade. L'université est malade. La recherche, elle est pratiquement inexistante. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Euh, c'est parce que à l'université, on n'a pas su faire notre mutation. Au départ, l'université de Dakar avait été mise en place pour former des enseignants. Les programmes, c'était des programmes pour former des enseignants pour la sous-région, notamment l'Afrique de l'Ouest où on parlait français. Cet objectif a été atteint. Mais quand cet objectif a été atteint, on n'a pas su faire la mutation. C'est de dire maintenant, nous avons atteint cet objectif, il faudrait que l'université mette à disposition des formations professionnelles pour donner aux jeunes des compétences pour pouvoir s'insérer. Mais attention, c'est un lien parce que dire que je vais former dans tel domaine et que ces gosses qui sortiront demain ne trouvent pas de travail, c'est que derrière, le privé n'a pas su mettre en place des unités, des entreprises pour permettre d'embaucher ces jeunes. C'est pourquoi il est beaucoup plus simple, et ça, j'essaie un peu de travailler avec les entreprises par rapport à cela, que ces entreprises disent quels sont leurs besoins. Quand elles donneront ce que moi, j'ai besoin d'ingénieurs en électronique, j'ai besoin de métrologues, j'ai besoin de responsables QSE, et à ce moment, nous allons former en fonction des besoins des entreprises. À ce moment, on est à peu près sûr que les jeunes qui sortiront seront embauchés tout de suite et maintenant. Ça, je pense, ça aurait été la première chose que l'université aurait dû faire. Maintenant, si je prends l'université dans son ensemble, avec sa population, de 80-90 000 étudiants dans une université pareille, je suis désolé, il est très difficile d'avoir une formation de qualité. Il faut dire bien sûr. Il faut que les gens comprennent que l'université, ce n'est pas tout le monde qui doit aller à l'université. Finalement, l'université, on y met tout le monde, c'est devenu un dépotoir. Parce que ceux qui ont les moyens, ils vont dans les instituts privés ou ils vont à l'extérieur. Donc aujourd'hui, naturellement, on a fabriqué deux types de Sénégalais. Ceux qui ont les moyens et ceux qui n'ont pas les moyens qui se retrouvent à l'université, étant à peu près sûrs qu'ils vont faire 2 ans, ils vont cartoucher et ils vont se retrouver dans la... Et c'est ça le gros problème que nous avons. Et en plus, euh, comment dirais-je, ce besoin d'information, donc je l'ai dit tout à l'heure, comment il faut l'exprimer. Il faut mettre en place des formations où on donne à l'étudiant des compétences. Ça peut durer 2 ans. Mais ceux qui feront le cycle long, jusqu'à la maîtrise, jusqu'à la thèse, ce sera une infime minorité. Mais non, l'université, ce n'est pas uniquement l'éducation. L'université, c'est la recherche. Nous faisons de la recherche, entre guillemets, à l'université, mais cette recherche que nous faisons à l'université, si on fait un bilan depuis 1960, quel est l'impact de cette recherche sur notre vie de tous les jours? Quel est l'impact de cette recherche sur notre économie? Quel est l'impact de notre recherche sur le plan social? Aujourd'hui, l'impact est très faible. Pourquoi cet impact est faible? Parce que la recherche que nous menons n'est pas en adéquation avec les défis que rencontre notre société. Et ça s'explique. Moi, chercheur, j'ai besoin d'avancer. Je veux faire des publications. Les publications, c'est de la recherche fondamentale. Je suis en collaboration avec une université à l'extérieur. Je fais mes publications, je progresse, je deviens professeur. C'est tout à fait loisible. Tout enseignant-chercheur a pour objectif de devenir professeur. Mais aujourd'hui, quand vous devenez professeur, il faut changer de fusil d'épaule. C'est-à-dire que vous voyez que cette recherche fondamentale que vous avez menée n'a aucun impact sur notre société. De dire, aujourd'hui, je suis professeur, je n'entends, je ne progresse pas. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais m'intéresser aux problèmes que rencontrent nos sociétés, aux problèmes que rencontrent nos entreprises. Quels sont leurs besoins?
en termes d'éducation, quels sont leurs besoins en termes de recherche, quelles difficultés ils rencontrent, comment je peux régler leurs problèmes. C'est ce que j'appelle, moi, la recherche sociétale. Je m'intéresse aux problèmes, aux défis de notre société et je cherche comment résoudre ce défi avec les connaissances que j'ai. Je peux ne pas avoir toutes ces connaissances, mais je peux créer autour de moi un pôle de scientifiques avec un même objectif de régler les problèmes sociaux. À l'époque, on avait essayé de créer la CREFAS, qui est la cellule de relation avec les entreprises au niveau de la faculté des sciences. Notre objectif, c'était de mettre en contact les entreprises et les universitaires, les chercheurs. Ça, c'était la première étape. Deuxième étape, il fallait identifier quels étaient les problèmes de nos entreprises. Troisième étape, c'est de proposer, nous, chercheurs, une solution à ces problèmes que rencontrent nos entreprises. À ce moment, l'entreprise, puisqu'on lui règle un problème, il est tout à fait normal qu'elle puisse mettre de l'argent dans cette recherche, puisqu'elle lui trouve son compte. Parce que c'est ça le problème. Il faudrait repenser. Moi, je fais de la recherche, je veux travailler sur telle thématique. La deuxième question qu'on doit se poser, à qui profite ma recherche? Si je dis, ça profite aux Américains, aux Européens, je fais une fausse route. Si je dis, je fais une recherche, ça profite à la Sénélec, ça profite à Sen'Eau, ah, je suis sur la bonne voie. Et c'était ça l'objectif, de mettre en place justement ce mécanisme qui permet aux chercheurs et aux entreprises de travailler. Moi, à l'époque, je vous donne un exemple simple, j'ai été sollicité pour mesurer de l'hydrogène dans de l'huile usée. La personne qui m'avait sollicité a envoyé ses échantillons en Europe. Ça lui coûtait à peu près 1200 euros par échantillon. Et il a envoyé au minimum une douzaine d'échantillons par semaine. Belle opportunité. Si ce gars nous donne le marché, nous achetons les équipements qu'il faut, on signe un contrat avec cette société, mais à ce moment, on n'a pas de problème. On est financé puisqu'on a les équipements. Les équipements vont servir à cette société. Et à ce moment, cette société, elle enverra ses échantillons. Elle n'attendra pas 24 heures ou 48 heures pour avoir ses échantillons. Ses résultats, elle les aura tout de suite. Si les appareils sont ici, elle m'envoie les échantillons le matin à 8 heures. À 10 heures, j'ai fini, je lui envoie ses résultats. Et en plus, cet appareil que j'aurais acheté, je peux l'utiliser pour poursuivre ma recherche fondamentale. Je fais d'une pierre deux, même trois coups. Je règle le problème de la société, je règle mes problèmes d'équipement et j'ai mon financement, puisque la société va continuer à me payer, ça va me faire de l'argent, un budget de fonds que je peux utiliser. La deuxième source de financement, on peut la trouver au niveau de l'université. Nous avons des forces de services en formation payante, etc. Une partie de ce budget, on peut le consacrer à la recherche. Il y a troisième source de financement, vous avez des financements qui sont donnés au niveau international, qui ne sont pas. Maintenant, j'ai toujours demandé à l'université de mettre en place, au niveau de l'université, une cellule de veille financière. Combien de fonds nous échappent parce que nous n'avons pas cette cellule de veille financière? Les opportunités qu'on a, c'est peut-être de rencontrer quelqu'un que vous connaissez, il vous dit, ah, il y a la Banque mondiale qui a un petit fonds pour la recherche, ou il y a le truc, tel qu'il y a un petit fonds, tel ONG. C'est pas comme ça qu'on travaille. Il faut avoir des gens qui sont là. C'est un job. Même si l'université ne peut pas le faire, on peut externaliser cette activité. Donner ça à un cabinet, c'est un job. Les gens se lèvent à 8 heures et font des recherches pour voir où se trouvent des sources de financement. Dès que c'est identifié, on le fait savoir aux chercheurs. Et à l'époque, j'avais demandé à l'université de mettre en place une cellule également de rédaction de projet. Ça aussi, c'est un job. Et un projet doit être bien rédigé, doit être bien clair. Mais aujourd'hui, les chercheurs, ils se mettent en rédacteur de projet. Souvent, c'est mal fait. Et automatiquement, quand on dépose, on ne réussit pas. Donc, je veux dire que les financements, à mon avis, les financements existent ici, où on peut susciter justement ce financement au niveau national. Parce que moi, je pars du principe que
pour ne pas dépendre de l'international, j'essaie de développer des mécanismes nationaux qui me permettent de continuer mes activités. Parce que l'international, souvent, on n'a pas les mêmes intérêts. Ils peuvent arrêter les financements à tout moment et c'est ce qui se passe dans beaucoup de cas. Première chose, trouver un emploi aux jeunes. Ça, c'est une bombe qui va exploser à tout moment. Mais pour trouver un emploi aux jeunes, il faut leur donner des compétences. Donc, ça veut dire une bonne formation. D'accord? Et si vous donnez des compétences aux jeunes, une bonne formation, pour l'emploi, l'État n'a pas pour but de créer des emplois. Les emplois doivent être créés par des entreprises privées. L'État doit voir comment booster le secteur privé à créer des entreprises qui pourront donc absorber toute cette jeunesse qu'on retrouvera dans le marché. Quatrième des choses, dans la politique qu'on mettra en place, l'environnement doit jouer un élément central. Environnement, développement durable. Préservation de l'environnement parce que notre survie en dépend. Développement durable, c'est aspirer à ce que chacun de nous vive avec un certain bien-être. Ça aussi, il y a toute une politique qu'il faut mettre en avant. Sensibilisation, conscientisation, formation. Parce que dans la vie, je vous dis une chose, vous ne pouvez pas réussir quelque chose si vous n'êtes pas bien formé. Les gens qui pensent qu'ils sont capables de le faire, c'est des charlatans qui racontent n'importe quoi. Et aujourd'hui, notre système éducatif, il est par terre. Il faut le relever. Notre système de santé. La santé, ça s'est amélioré. Mais la santé, il faut que nos politiques gouvernementales sachent une chose. Il faut qu'on développe la pharmacopée, l'étude traditionnelle. On peut le faire. De toute façon, tous les produits proviennent de ces plantes. Ces plantes existent ici. Elles ne sont pas exploitées. Et justement, je vais vous donner un exemple simple. Je prends le cas de la drépanocytose. Beaucoup d'Africains ont la drépanocytose. Aujourd'hui, les médicaments pour soigner cette drépanocytose, l'Europe qui en produisait a arrêté sa production. Je veux parler de l'Hypergine à l'époque. Il y avait également d'autres comprimés qu'ils produisaient. Ils ont arrêté. Moi, mon problème, ils arrêtent cette production. Nous, on n'en a plus ici. Mais le bon sens veut que un ou deux pays africains se mettent ensemble et se disent, moi, j'achète la licence et je crée au niveau de mon pays une usine de fabrication de ce médicament. C'est le bon sens, c'est-à-dire que c'est enfantin. Mais jusqu'à présent, il n'y a rien. Les drépanocytaires et d'autres maladies où, quand les Européens ou les Américains se rendront compte que ça ne leur rapporte rien, parce que c'est des maladies qui sont faites pour l'Afrique, ils vont arrêter. Et nous, c'est à ce moment qu'on se mettra à réfléchir. Alors que nous avons des plantes qui peuvent régler ce problème. Il faut créer un institut sur la pharmacopée, sur la maladie, la maladie, comment dirais-je, la médecine traditionnelle. C'est ça notre avenir. Ne pas dépendre justement de l'Europe, des États-Unis, du monde extérieur. Donc voilà un peu rapidement les 5 préoccupations, mais qui sont toutes liées. Ce n'est pas de manière isolée et régler tel problème. Si vous réglez le problème de l'éducation, vous ne réglez pas le problème de l'emploi. C'est comme si vous n'avez rien fait. En d'autres termes, c'est comme si vous puissiez dans un violon.